Donc nous allons attaquer. Alors, nous sommes 3 conseils en propriété industrielle présents dans cette salle et une 4e sur notre booth, voilà, prête à répondre à toutes vos questions. Il se trouve que tous les 3, on est spécialisés dans le domaine des brevets d'invention. Mais notre collègue gère aussi plutôt pas mal tout ce qui est marque, dessin, modèle, et on pourra dans tous les cas répondre à vos questions si vous en avez à ce niveau-là. En tout cas, aujourd'hui, on travaille dans des cabinets différents et on intervient pour le compte de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, la CNCPI, dont je vais vous dire quelques mots rapidement. En gros, c'est un petit peu comme notre ordre, si vous voulez. Elle représente en fait tous les conseils en propriété industrielle français, dont le cœur de métier est, ce qui est indiqué sur l'écran, l'accompagnement des entreprises dans la protection, la défense et la valorisation des droits de propriété industrielle. Et propriété intellectuelle, puisque ça va au-delà, ça englobe le droit d'auteur, la propriété intellectuelle. Alors, sa mission, c'est de nous représenter auprès de qui? Auprès des instances gouvernementales et auprès des offices de propriété industrielle, typiquement en France, l'INPI. Mais au-delà de la France, l'Office européen des brevets, l'Office mondial de la propriété intellectuelle et aussi tous les offices de tous les pays du monde, hein, l'Office américain des brevets, l'Office japonais. Elle protège ces pays et leurs intérêts professionnels. Elle garantit, ça c'est très important, les compétences professionnelles de chacun d'entre nous. C'est-à-dire quand on est CPI, on est une profession réglementée, donc tenue à une éthique particulière, une déontologie super stricte, et du coup, elle se porte garante de nos activités. C'est-à-dire que si nous, on ne se comporte pas bien, elle arrive et elle nous tape un peu sur les doigts. Il se trouve que ça arrive peu, parce qu'on est une profession plutôt pas mal, qui se comporte bien. Et l'une des missions de la CNCPI, qui est aussi notre propre mission en tant que conseil, c'est de faire connaître la profession, donc celle de CPI, Conseil en propriété industrielle, et de faire connaître, de promouvoir la propriété industrielle, la propriété intellectuelle. Donc voilà, tu peux changer de slide s'il te plaît. Alors qu'est-ce que c'est les CPI? Des professionnels, comme je vous le disais. On est une toute petite profession, 1116 conseils en France et en Navarre, en tout et pour tout. Okay, dont la moitié qui sont spécialisés dans les marques, dessins, modèles, donc des juristes purs, et l'autre moitié, donc environ 500, spécialisés dans les brevets d'invention. Et vous allez voir, pour accéder à ce métier, il faut justifier d'un certain nombre de diplômes et d'expériences. Et c'est un titre qui, à la fin, nous est délivré par l'INPI, quand on a passé l'examen de qualification. Donc on est sous la tutelle de l'INPI, mais une profession indépendante de l'INPI, qui est donc l'Office français de la propriété industrielle, et que généralement les gens connaissent bien. Le métier de CPI est beaucoup moins connu. Souvent, on nous confond avec les avocats, justement spécialisés en pays. Or, ce sont des professions qui sont complémentaires, pas du tout superposables. Voilà. Donc, je vous le disais, le CPI est un métier réglementé par un autre CPI, qui est cette fois le Code de la propriété intellectuelle. Voilà, c'est inscrit dans la loi. Donc, réglementé pour son accès, comme je vous le disais, et pour son exercice. C'est un professionnel indépendant, le conseiller en propriété industrielle, c'est-à-dire qu'on est libre de travailler avec tel ou tel client ou pas. On doit nécessairement justifier d'un diplôme national de 2e cycle, juridique et ou scientifique. Comme je vous le disais, quand on se prévaut de la mention brevet, on est forcément scientifique au départ, avant d'avoir complété notre formation sur le plan juridique. On a aussi le diplôme du CEPI, qui est la formation obligatoire pour devenir ingénieur brevet et ensuite conseiller en pays. Voilà, le CEPI, c'est une formation qui se trouve à Strasbourg. C'est le passage obligé pour les membres de notre profession. Pardon ? À côté, juste à côté. On doit justifier nécessairement d'une pratique professionnelle d'au moins 3 ans avant de présenter l'examen de qualification et à l'issue de ça, obtenir le titre de CEPI qui nous est délivré par l'INPI. Voilà, donc c'est au minimum 3 années. Évidemment, après, au bout d'un moment, on arrête de les compter. Profession réglementée pour son exercice parce que, comme je vous le disais, profession indépendante. Nous sommes absolument responsables vis-à-vis de nos clients. C'est-à-dire si on vous dit des bêtises, c'est notre faute derrière. Donc on évite de vous dire des bêtises. On vous conseille au mieux. Tenu au respect du secret professionnel le plus strict. Et un peu comme un médecin ou même un avocat, je veux dire, vraiment ce que vous nous confiez, ça reste vraiment entre nous. Et on s'interdit absolument tout conflit d'intérêts. Interdiction évidemment d'aller représenter des clients qui ont des intérêts opposés. Interdiction aussi d'accepter un nouveau client si on prend le risque de divulguer des choses secrètes à ce nouveau client. Vous aviez une question, monsieur ? Non, j'étais juste en train de réfléchir, mais peut-être que ça va arriver derrière. Donc je vous laisse continuer. On va voir. Je te laisse changer de slide.
Voilà, donc ça c'est un domaine d'expertise, exemple de prestation sur la droite. Donc je vous le disais, en fait, la propriété intellectuelle, c'est large comme domaine. Et les titres que vous pouvez obtenir et qu'on peut vous aider à obtenir, il y en a toute une diversité. Et s'intéresser à ces différentes options possibles permet de construire derrière un portefeuille propriété industrielle qui va être cohérent avec votre projet, avec ce que vous cherchez à développer comme business. Donc il faut au minimum se poser la question de tiens, est-ce que moi, j'aurais pas besoin d'un brevet, d'une marque, d'un dessin, d'un modèle, d'une protection par droit d'auteur? On va voir que c'est plus automatique. Je m'intéresse à la question des logiciels. Est-ce que j'ai quelque chose à faire au-delà du droit d'auteur? Et la réponse, sont tous spoilés, c'est oui. D'abord, il faut penser brevet, enfin droit d'auteur, mais brevet aussi. Alors que souvent, on se dit non, c'est pas possible. Si, il y a des choses à protéger. Les noms de domaine, et j'en passe, et des meilleurs. Hein, les certificats complémentaires de protection dans le cadre du médicament, les certificats d'obtention végétale dans un autre domaine, etc. Et donc, voilà, ça, c'est des exemples de tout ce qu'on fait. Tout ce pourquoi on vous accompagne, donc des audits de portefeuille pays, super important quand on va faire un investissement, de la veille, des recherches d'antériorité, des études de liberté d'exploitation, la représentation devant les offices, ça je vous le disais, hein, c'est notre compétence exclusive, les contrats, négociation et rédaction, puisqu'on est aussi juriste. Vous avez des problèmes ou des questions sur les inventions de salariés, on sait y répondre. On vous accompagne pour les procédures de précontentieux, notamment la procédure de saisie-contrefaçon, qui est très très efficace pour se protéger. Et on vous accompagne aussi pour les litiges, aussi bien en France qu'à l'étranger, parce qu'en généralement, on a, en plus du diplôme, du titre de conseil en propriété industrielle, d'autres titres européens, voilà, qu'on acquiert pareil avec l'expérience et le passage d'examen. Voilà, on est présent à vos côtés lors des sessions de société, lors des IPO, introduction en bourse, dans des procédures d'arbitrage si on la joue un peu plus soft. Et on est là aussi pour former et promouvoir l'API, ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Je vais passer du coup la parole à mes brillants collègues qui vont rentrer dans le fond du sujet. Merci beaucoup. Alors, on va introduire le sujet par une petite définition de l'idée, de l'innovation, mais on va voir que la matérialisation de l'idée, c'est important. Et en faisant le tour de l'événement aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient déjà très au fait de la propriété industrielle, c'est-à-dire avec pas mal de sociétés qui ont déjà des brevets, des choses comme ça, donc qui ont déjà des droits. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà pratiqué la matière? Ce qui nous permettra d'adapter en fait aussi parce que le départ est très très générique, départ de la présentation. Donc une personne, bon, ça vaut le coup. Vous savez déjà et vous pourrez me... Ah pardon, je n'avais pas vu. Ok. D'accord. Donc bon, il y a des choses que vous allez savoir. Parfait. Alors, oui. Donc vous allez voir effectivement, il y a cette notion d'idée d'innovation, enfin quand on est plutôt sur l'aspect technique, qui doit être matérialisée pour permettre ensuite d'obtenir ce qu'on appelle un monopole. Alors c'est entre guillemets, puis c'est déjà un droit de pays potentiellement, ou au moins un droit, savoir quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait de cette idée? Et enfin, le droit de pays, il faut savoir s'en servir. Et savoir s'en servir, il y a pas mal de façons. C'est un outil, on a tendance à dire que c'est un outil dans la boîte à outils d'une entreprise, et qui peut servir de différentes manières, par les contrats, par pas mal de choses, par les attaques, par la défense aussi parfois. Ça revient à la liste qui a été présentée juste avant de tout ce pourquoi on est utile. Sur la matérialisation, avant d'aborder la matérialisation, oui, vas-y. On va parler, c'est quoi une idée? Donc pour ceux qui ont déjà déposé, vous êtes très au fait de ça. L'idée, c'est pas protégeable en soi. On a différents types d'idées. Ici, on en a mis deux grands types. C'est le concept, ce qu'on appelle, quand on est côté brevet, les procédés. Mais l'idée, c'est on veut faire quelque chose. On l'a pas encore fait, on veut le faire. Et puis l'objet, donc signe pour rappeler, par exemple, la marque, forme pour rappeler les dessins et modèles, innovation technique pour rappeler les brevets ou les CCP, etc. Et puis l'œuvre pour rappeler le droit d'auteur. Mais à ce stade,
vraiment, l'objet en soi n'est pas protégeable. C'est ça, vraiment sa concrétisation, sa matérialisation, puisqu'on dit toujours l'idée de libre parcours, c'est-à-dire qu'elle n'est pas protégeable, elle appartient à tout le monde. Vous savez pas, il faut aller plus loin que ça. Seule sa concrétisation est protégeable, et on va voir comment on matérialise différents types d'idées. Donc, on revient sur le premier point, la matérialiser en vue d'obtenir un monopole ou un droit de propriété industrielle qui peut ensuite être utile pour se défendre, pour attaquer, etc. Alors, comment on fait pour... C'est vrai que quand on est au stade de l'idée, en tant que conseil, on a tous eu quelqu'un en face de nous qui nous a demandé si quelque chose pouvait être protégeable, mais c'est quelque chose. C'est-à-dire, je veux faire quelque chose. Ok, ça, c'est pas protégeable. Il faut d'abord exprimer l'idée pour passer vers quelque chose de protégeable. L'exprimer, c'est définir un périmètre. Donc ça veut dire quoi? C'est simplement, je veux faire quelque chose, mais quelque chose de précis. On précise un peu son idée. La concrétisation, c'est souvent le plus dur. Hein. C'est d'aller vers quelque chose qui va marcher peut-être, mais en tout cas, quelque chose de très concret. Donc un prototype, un dessin, pour un dessin et modèle, un texte littéraire, une musique pour du droit d'auteur, etc. Donc là, c'est vraiment le boulot de l'inventeur ou du créateur, il est là. Il est vraiment là. La concrétisation de l'idée, il faut quelque chose de vraiment concret. Il faut que vous ayez été au bout des choses, ou à peu près, en tout cas. Et c'est bien cette version définitive de l'idée, c'est-à-dire la concrétisation, qui va pouvoir être réalisée, exploitée industriellement, commercialement, mais surtout être protégée pour la suite. On va s'attacher à 2 points, c'est l'identité, parce que ce sont des points très importants dans le cadre des droits, du juridique. Il faut qu'il y ait un créateur ou un inventeur, quand c'est pour les brevets, et puis une date certaine. Parce que c'est des éléments qui sont hyper importants, qui vont définir vraiment au-delà. Vous avez beau avoir une idée super géniale et une invention tip-top, si finalement ça coince au niveau des inventeurs, parce que vous ne savez pas trop qui a inventé, et puis depuis quand vous l'avez fait, ça peut poser des problèmes par la suite. Donc c'est vraiment 2 aspects très importants dès l'instant où vous pensez que vous avez commencé à concrétiser une idée. Je te laisse. Oui. Il y a une base de données. Si j'ai une idée comme ça qui vient, je dis tiens, je vais faire Ouais. le couteau comme ça, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une base sur Alors là déjà vous avez dit plusieurs choses. C'est qu'il y a l'idée. Vous voulez faire le couteau comme ça, mais ça suffit pas le couteau comme ça. Il faut. Il y a des bases de données avec toutes les, par exemple, les brevets d'un côté, les dessins et modèles de l'autre, les marques de l'autre, en fonction des régions. Si c'est géographique, il y a plein de bases de données, oui. Maintenant, on va y venir après. Le brevet, c'est une source documentaire très impressionnante, la principale en termes techniques, qui n'est pas forcément facile d'accès non plus, mais qui est intéressante. Et oui, on recherche par mots-clés, on peut trouver des choses. Mais l'idée en soi, non, il n'y a pas de base de données de l'idée. On peut comprendre quelle était l'idée au départ, mais c'est quand même la concrétisation de ce qui a été protégé qui va être divulgué. Je reviens sur la partie auteur, très importante. Donc on a différents types d'auteurs. Il y a le créateur isolé, bon, c'est quelqu'un qui fait une musique tout seul, hein, qui écrit son texte, ou l'inventeur isolé, mais très souvent, même de la musique, il y a plusieurs personnes qui interviennent. C'est encore plus le cas dans les innovations techniques, les solutions techniques aux problèmes techniques. Créateur et société, il faut savoir également si ça distingue l'inventeur, typiquement, et puis la société, qui, par exemple, peut salarier l'inventeur et qui va, elle, exploiter, commercialiser l'invention. Ce sont 2 choses différentes. Et puis, en fait, très souvent, la création, l'innovation, l'invention, si on va jusque-là, elle est issue de plusieurs personnes et il faut être capable, et c'est pas forcément facile, de définir l'apport de chacun. Ça, c'est un point important et qui permet d'aller sur la slide suivante. Comment définir l'apport de chacun? En fait, on parlait tout à l'heure de la date. Ça, c'est primordial également. On peut définir, c'est-à-dire poser une date sur quelque chose pour prouver la paternité d'un élément technique ou musical, peu importe, plein de choses. Par tout moyen. Alors, par tout moyen, c'est vrai,
mais il y a quand même une nuance dans le tout moyen. On va le voir après sur les différents types de façons de faire. Un email, des choses comme ça, c'est un moyen, mais c'est pas tout moyen. Il y a tout moyen qui, en fonction des juridictions, il y a des niveaux dans le côté certain de la date et le fait de remettre en cause ou pas un faux, un fake, des choses comme ça. Le dernier point. Photo, c'est discutable aussi, puisque c'est bien sûr, et on va le voir. Et le dernier point, c'est un enjeu, parce que ça fait quand même au moins une vingtaine d'années qu'on passe à la dématérialisation, au zéro papier, à tout ça. Comment on fait? Aujourd'hui, on est tous, en tant que CPI au moins brevet, mais marque et dessin et modèle, c'est pareil, étaient confrontés à quelqu'un en face de nous qui nous dit « oui, mais je faisais déjà ça il y a 14 ans ». Très bien. Est-ce que vous avez des documents? Quelles sont les preuves, etc. Et on s'aperçoit que la documentation, pourtant il y a des moyens aujourd'hui, s'évapore un petit peu. Et quand il faut chercher quelque chose, c'est pas si simple. C'est pas si simple et on est confronté à ça assez régulièrement. Mais c'est important de le conserver. Et il y a des moyens. Ces moyens, souvent, c'est deux grands types de moyens. Soit on se débrouille tout seul ou avec quelqu'un, son associé, quelqu'un qui est à côté. L'envoi en recommandé, bon, ça se fait, je pense, assez peu, mais c'est possible, ça marche. Voilà, c'est ça. Vous envoyez. Le cahier de laboratoire, c'était avec témoin, ça permet de dater les avancements de vos travaux, typiquement. La technique contractuelle, bon, alors entre co-contractants, oui, à telle date j'avais ça, toi tu avais ça, et puis ensemble on a fait ça et on a obtenu ça. Avec des dates, c'est co-contractants. Les parties sont d'accord. Mais il y a quand même quelque chose qui est plus intéressant et surtout plus facile à utiliser devant les tribunaux notamment et qui est moins discutable, ce sont les dépôts et il y a pas mal de choses. On revient sur le cahier de laboratoire avec l'huissier qui passe toutes les semaines ou tous les mois ou tous les 15 jours, peu importe, et qui met un coup de tampon. C'est normalement impossible de dire que c'est pas vrai, sauf à dire que l'huissier a créé un faux. Bon, c'est quand même autre chose, c'est quand même un officier ministériel, notaire, huissier. Vous avez certainement entendu parler de l'enveloppe solo, peut-être au moins une fois. Donc, en plus, maintenant, c'est dématérialisé, c'est quand même pas mal. Avant, on avait les plis cachetés avec la Société nationale scientifique, des ingénieurs et scientifiques de France, pardon, la CNISF. Et puis, pour les autres aspects, société d'auteurs, etc., les programmes. Et la vente solo qui n'est pas cher, qui est facile, il suffit d'avoir un compte à l'INPI et vous déposez vos documents. Mais c'est pour prendre un premier. C'est pour rien à voir. C'est une date. Là, on est dans la date. C'est l'auteur. Mais c'est hyper important. Quand vous avez une invention ou une création, sachez qui est l'auteur et quand vous l'avez faite. C'est forcément deux aspects. On va vous poser la question. Oui. En fait, j'ai envie de dire, ça dépend du. Alors l'idée, vous l'avez vu, on ne peut pas la déposer, donc il faudra la concrétiser. Mais au-delà de ça, ça ne changera pas un problème. Après, il y a des soucis. Enfin, ça peut être fiscal, ça peut être plein de choses. Mais prenons un brevet, c'est notre matière ici. Un brevet, si vous avez l'idée et vous la concrétisez, vous êtes inventeur. Donc de toute façon, que vous la déposiez au nom de l'entreprise ou j'ai envie de dire, vous restez l'inventeur. Par contre, ce n'est pas la même chose si vous la déposez au nom de l'entreprise, parce que si vous n'êtes pas salarié d'entreprise, l'idée n'appartient pas nécessairement à l'entreprise. Ce qui veut dire qu'il faudra la céder potentiellement. Elle vous appartient. Le droit au titre, on ne va pas rentrer dans le détail du droit au titre, mais il y aura des questions, donc on pourra. Mais le droit au titre, c'est assez particulier. Typiquement, vous avez une idée, vous la concrétisez, vous obtenez une invention. Oui, vous pouvez la déposer au nom de la société, mais il y aura quand même à un moment donné un apport. Donc peut-être créer la société, certes. Est-ce que vous l'avez fait dans le cadre de la société? Est-ce qu'elle appartient à la société? À première vue, c'est pas sûr. Après, ça se règle par un apport en société, par une cession, voilà. À ce stade, ça vaut
la valeur que ça a si vous avez déjà déposé ou non. Tout ce dont on va parler, ce que Paul-Marie va vous présenter plus en détail ensuite, c'est un titre. L'idée, c'est d'obtenir potentiellement un titre. C'est un droit, c'est un actif. On peut le céder. On en fait un peu ce qu'on veut, en fait. C'est à partir du moment où vous l'avez, par le biais du contrat, vous faites à peu près ce que vous voulez. Mais il y a des règles au départ. Et il faut bien le faire. Et c'est une très bonne question. L'inventeur ou propriétaire, c'est la même chose. Pas du tout. L'inventeur a le droit d'être désigné, c'est le créateur. Et il y a le droit au titre. Qui a le droit de déposer, c'est-à-dire le titulaire. En France, je vais pas brevet encore une fois, mais n'hésitez pas si vous avez des questions plus génériques. C'est l'inventeur, enfin en France, un inventeur salarié, qui était en gros quelqu'un qui travaille dans un bureau de R&D, très souvent un contrat avec une mission inventive. Le droit français prévoit que l'invention faite par l'inventeur appartient automatiquement à l'employeur. Donc il a le droit de déposer. C'est le cas dans quand même beaucoup de pays, pour autant qu'il y ait une mission inventive. L'exemple du directeur commercial d'une société qui a une super idée, concrétisée en plus, pour un commercial. Mais il n'a pas forcément une mission inventive. Ce qui veut dire que l'invention peut appartenir à la société, mais pas nécessairement. Et puis après, par contre, il y a l'inventeur salarié qui est génial et qui fait ses inventions dans son garage qui n'ont rien à voir avec le business de l'entreprise. Et lui, il est inventeur et le droit au titre appartient à l'inventeur. Et l'inventeur qui, grâce à son travail, a des idées, même s'il n'est pas dans un rôle d'inventeur, la société peut récupérer. C'est ce qu'on appelle les inventions attribuables. Hors mission, mais attribuables. Ça n'est pas vous n'avez pas de mission inventive, mais vous faites quand même une invention. Typiquement, il y a eu plein de cas comme ça sur des sites de production, hein, des gens qui ont des super idées, des trucs très, très pratiques. Hein. Donc une demande de brevet est déposée et cette personne n'a pas de mission inventive. Pourtant, elle en est arrivée à cette invention uniquement parce qu'elle est dans cette société et qu'elle a ce job-là. Donc il y a une attribution d'invention à l'employeur. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Pour le faire. Donc on distingue 3 types d'inventions. Vraiment mission, hors mission attribuable parce qu'il y a les moyens d'entreprise, parce qu'on est arrivé là. Et puis vraiment l'invention de garage. Là, on en est encore à l'étape où j'ai une idée, je projette de la protéger, je ne connais pas encore sa recevabilité. Ah oui, complètement. Là. Procéder à l'enveloppe solo ou m'envoyer un AR, etc. Le temps du développement de mon idée, j'en sais rien, je rencontre une période stand-by, un frein au développement, etc. Pendant ce temps, une idée similaire, très similaire, Oui. qui fait que ça peut être discuté, Oui. la parentalité de l'idée. Comment faire en sorte que celle que j'ai pu avoir protégée mais scellée, quelque part, personne n'en aura été destinataire autrement que moi, Oui. pour prouver l'antériorité Alors, d'idée si je n'ai pas vu émerger. Alors, ça ne prouve pas forcément une antériorité. Hein. Le fait d'avoir une date, ce qu'on appelle une enveloppe solo, pour faire simple, c'est un document qui reste confidentiel, c'est-à-dire qui n'est pas divulgué. Donc vous ne créerez pas d'antériorité, ce ne sera pas opposable à quelqu'un. Ça c'est important parce que en droit, alors c'est pas le cas dans tous les droits de pays et là en brevet, mais en brevet, la nouveauté est absolue. Vous divulguez, c'est foutu. D'accord, donc c'est la concrétisation de l'objet uniquement. Exactement. Finalement, ce qui était protégeable, oui. C'est quand même le simple, l'enveloppe solo, le fait d'avoir une date, c'est une bonne pratique. C'est comme savoir qui a fait quoi. C'est vraiment une bonne pratique, mais ça ne crée pas de droit. Après, il y a des exceptions on pourrait parler du droit de possession personnelle antérieure, mais on ne va pas rentrer là-dedans. C'est des cas très marginaux, et puis bon. Mais le principe, c'est vraiment d'avoir une bonne philosophie dans le déroulé. C'est pensez bien à dater ce que vous faites et à savoir qui fait quoi.
C'est souvent beaucoup de problèmes. Il y a de la contrefaçon, il y a plein de choses comme ça, mais il y a énormément de problèmes contractuels ou de problèmes de discussion, hein, partenariat, etc. Sur ces aspects-là, sur ces questions. Peut-être accélérer. Oui. Bon. Dans les slides suivantes, mais du coup, si je suis à l'étape suivante où j'ai concrétisé l'objet, je serai donc en mesure, sur papier, de prouver Oui. sa naissance, sa date de départ. J'ai eu la bonne pratique de faire l'enveloppe solo en première étape, etc. Oui. Mais mon objet n'est pas Eh bien, commercialisé. alors ça va faire une très bonne transition parce qu'on va arriver sur les différents titres, mais sur obtenir un monopole, en fait, à peu près partout dans le monde, c'est le droit. Il n'est pas. Alors c'était moins le cas aux États-Unis et c'est un peu. Il y a les États-Unis, le reste du monde concrètement. Mais les États-Unis ont même glissé vers le reste du monde récemment, enfin il y a quelques années seulement. La règle, c'est le premier déposant. C'est-à-dire le droit, vous faites une invention et votre voisin fait la même 6 mois plus tard. Et puis vous avez traîné, je ne sais pas ce qui s'est passé, vous n'avez pas déposé. Lui dépose. Vous n'avez pas divulgué. Mais vous étiez premier inventeur. Mais c'est votre voisin qui est premier déposant et c'est lui qui a le droit. Point. Même sans commercialisation. Oui, ça n'a rien à voir. C'est le premier déposant pour autant que ce soit nouveau et que ça n'ait pas été divulgué. Peu importe si vous êtes premier. Vous étiez avant, vous aviez l'invention avant, très bien. Peu importe, vous n'avez pas déposé. Un truc, parce que du coup, maintenant que j'évolue dans le milieu des startups, tout le monde pense un peu comme Bien sûr. tout le monde pense qu'il faut créer l'objet avant de déposer le brevet, c'est l'inverse. Si on dépose un brevet, oui, en fait, le brevet, c'est pas l'objet qui existe. C'est une revendication. Non. C'est une revendication d'innovation sur un objet ou n'importe quoi. Et ensuite, si tu as ton brevet, tu crées l'objet. Pour l'exploitation. Ouais. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'exploiter. Il faut faire une distinction entre l'acquisition du droit, c'est-à-dire un titre de propriété industrielle, c'est un actif, et puis la divulgation, c'est autre chose. La commercialisation, divulgation, c'est autre chose. Dans notre exemple de tout à l'heure, si mon collègue va pour protéger, alors que moi j'ai eu fait la demande de brevet sans ni créer l'objet ni le commercialiser, il y a un antécédent qui existe. Alors, si vous avez déposé, oui, vous serez premier. Si vous avez déjà déposé un titre, Et si vous avez publié ou communiqué autour de cet objet, c'est encore autre chose, c'est qu'il n'y a plus de protection possible, parce que vous avez détruit la nouveauté. voilà, c'est ça. Mais par contre, si vous avez une date, enfin quelque chose vraiment de concret, c'est vraiment le droit au premier déposant, quoi. Ça, c'est un point important. Je te laisse. Oui, bah, je crois qu'on a vu à peu près, on verra par les différents droits à quoi ça sert, hein, mais vous en avez parlé. Concrètement, l'avantage que ça a de déposer, après il faut l'obtenir, mais commencer à le déposer, ça peut permettre, en fait ça fait tout ça en même temps. Il n'y a pas de ou. C'est à la fois ça permet d'asseoir un droit, c'est-à-dire bon bah voilà, je pose ma date. Pour le coup, le demande de brevet, c'est pour ça que les tribunaux aiment bien ça, c'est que la date est certaine. C'est un office qui a mis le tampon. C'est pas discutable. Préventif, bon ben c'est quand on ne sait pas. Typiquement, préventif et défensif, ça se ressemble un petit peu parce que vous avez un partenaire. Vous travaillez avec lui, vous commencez à discuter. Donc avant de discuter, vous pourriez avoir un côté préventif. Déposer quelque chose. Vous discutez avec, il y a des, voilà, vous aboutissez concrètement à quelque chose. Par contre, vous lui faites pas une confiance. Vous êtes, voilà, vous pouvez avoir des doutes. Vous connaissez pas forcément beaucoup, mais vous avez besoin. Ça arrive tout le temps, ça. Vous avez besoin d'un expert en électronique sur un sujet. Il va falloir parler. Il va falloir. Vous pourriez aussi déposer à titre défensif. C'est défensif au sens, bon, on ne sait jamais. Si jamais j'ai un problème avec une personne avant, ça permet de dire à quelle date vous aviez quelque chose, pour autant que ce soit concret. Déjà conçu, et qui peut être perfectionné après. Bien sûr. Et le dépôt permet tout ça en même temps, finalement. Il n'y a pas à dire qu'est-ce que je fais si j'ai peur que l'autre fasse quelque chose. Mais dans la pratique, c'est ça. Hein. Ça sert à ça. Pas tout de suite.
mais Paul-Marie va en parler. Pour revenir, si je l'ai fait, moi, vraiment. Pas Vous n'êtes pas obligé. Non, il y a Bien sûr. enquête, mais vous êtes quand même. Si vous avez une idée sur quelque chose. Non, mais bien sûr, l'inventeur. Si des chiffres, par exemple, moi j'ai regardé si les Chinois n'avaient pas inventé un truc qui ressemblait à ce que je voulais inventer, par exemple. Mais j'aime bien raconter. Eux, ils tombent des brevets tous les 30 secondes. J'aime bien raconter un petit truc. C'est une fois, on a des permanences nous avec l'INPI, et un jour j'ai eu un monsieur qui me dit je veux inventer j'ai une super idée, faut qu'on dépose. C'est une machine à laver les chaussures. Je dis ok. Et qu'est-ce qu'elle a votre machine? J'en sais rien, moi. Je veux juste la faire. Je veux juste l'idée. Oui, mais vous avez bien une idée quand même de comment elle va être? Non, je sais pas. Ok. Donc on discutait, et puis je voyais bien c'était sans issue. Ce que j'ai fait, j'ai pris Google Patent, washing, machine, shoe, 350 000 résultats. Donc bon, un peu, pas très gentiment, je lui ai dit, bah, écoutez, analysez tout ça, puis on en reparle dès que vous avez fini. Mais voilà, donc oui, il y a une recherche, il y a des choses qui sont faciles à faire. Mais à partir du moment où vous êtes inventeur, vous avez concrétisé quelque chose qui est quand même déjà sérieux. Et finalement, il y a quand même beaucoup d'inventeurs qui connaissent leur domaine. Pour inventer, il faut quand même connaître son domaine. Mais vous pouvez avoir une idée. Ah, c'est une matière assez compliquée, mais c'est pour ça qu'on est là. Et qu'on est si peu nombreux. Merci. Bien. Alors concrètement, comment fait-on pour obtenir un monopole? Quels moyens on a à disposition? Premier moyen, le maintien au secret. Alors, vous me direz, c'est très peu compatible avec la commercialisation. Hein. Si vous commercialisez un produit, forcément, il sera plus secret. Pareil pour tout ce qui est marque, dessin, design. Dès lors qu'il y a commercialisation, le secret est détruit. À la limite, ce qui peut rester secret, ce sont les procédés ou certaines formulations qui ne sont pas apparentes avec votre produit. Mais bon, maintenant, avec le reverse engineering, on sait que c'est une option un peu compliquée à mettre en œuvre. Et puis, oui, puis, point de vigilance, le secret, c'est difficile à conserver. Hein. S'il y a du turnover chez vous, ou un de vos salariés qui démissionne et qui part avec votre idée, avec vos concepts et qui décide de déposer avant vous, là, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer parce que C'est un point important, et ça revient sur les contrats, c'est que, ok, il n'a pas le droit de partir avec le secret et de divulguer, mais comme la nouveauté est absolue, quand le mal est fait, c'est fini. Mais du coup, la commercialisation, si elle intervient avant chez quelqu'un d'autre, ne prouve pas l'antériorité sur un dépôt qui survient après. Quoi. Si le produit est analysable, si on peut immédiatement comprendre l'invention, si c'est destructeur de nouveautés. Une proposition chimique très compliquée Ouais, c'est pour ça qu'il faut se taire avant de peut déposer. se discuter. D'accord. Mais aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, quand même. Oui, ça devient... Alors, autre moyen de maintenir un monopole, c'est par la voie contractuelle. Hein. Vous protégez vos idées, vous protégez vos innovations via des contrats hein, qui peuvent se matérialiser par des accords de confidentialité. Hein, là, vous empêchez un tiers ou un de vos collaborateurs de divulguer votre invention. Hein. On peut citer aussi les accords de cession de droit. Hein. Vous cédez le droit à une création à une entreprise tierce ou à un de vos sous-traitants, par exemple. Accord de partenariat de transfert de technologie. Alors ça, c'est beaucoup plus courant dans certains domaines techniques où, voilà, par exemple, les biotechnologies où une petite start-up se base sur un savoir qui a été développé par un laboratoire institutionnel. Donc ça passe par des accords de transfert de technologie, hein, par exemple. Le problème qui reste à cette voie contractuelle, c'est qu'elle reste sujette à interprétation et elle est difficile à mettre en œuvre, hein, parce que ça ne matérialise pas en tant que tel le monopole. Non. Par contre, c'est vrai que sur l'accord de confidentialité, on attire souvent l'attention des gens là-dessus. C'est pas, on peut dire souvent on entend oui, mais faire
faire signer à quelqu'un que ce que je vais lui raconter, il n'a pas le droit d'en parler. Il y a plein de gens qui n'aiment pas ça. Pourtant, c'est quand même un point de départ plutôt simple entre les parties. Parce que celui qui est au courant d'un truc, il le garde et puis c'est tout. Enfin, il n'y a pas de risque de se fâcher à ce niveau-là. Par contre, il y a toujours un risque quand c'est pas écrit, ça permet de formaliser ce que vous amenez quand vous discutez avec quelqu'un. Et puis si ce quelqu'un en fait connaît déjà la solution ou quelque chose, pourra vous le dire, et vous pourriez même mettre un avenant à cet accord pour dire que se mettre d'accord. Mais c'est une matière quand même contractuelle, juridique. Ça permet de mon point de vue d'assainir très vite les relations avec vos partenaires. Parce que vous en avez toujours des partenaires. Et pour avancer, il faut leur dire des trucs. Ouais, puis on a l'air plus sérieux en fait aussi. Quand on arrive en ayant un minimum de connaissances sur le fait que même une obligation, ça va détruire justement toute possibilité de protection derrière. Quelqu'un qui veut pas, j'ai envie de dire, quelqu'un qui veut pas signer, il doit expliquer pourquoi. Et s'il veut pas signer, peut-être que ça part pas d'une intention tip-top. Oui, puis ça a le mérite d'écrire noir sur blanc sur le papier qu'est-ce qui est divulgué et de le dater. Voilà. Il y en a qui valent ce qu'ils valent, mais qui sont quand même un bon début sur le site de l'INPI, par exemple. Il y a des templates de ce genre d'accord. Alors, ça se discute, hein, mais vous avez une base. Puis, les moyens qui sont à disposition pour obtenir un monopole, ça reste quand même les dépôts de titres de propriété industrielle. Hein. C'est les moyens les plus efficaces, on va dire. Donc, en pratique, comment ça se matérialise, hein, c'est des dépôts de marques, de dessins et modèles ou de demandes de brevets. On va commencer par les dessins et modèles. Le dessin et modèle, pourquoi faire ? C'est pour protéger un design, pour protéger une forme d'un objet, mais c'est quelque chose qui n'est pas technique, hein, qui a un caractère ornemental. Si le design a une fonction technique, là c'est plutôt le brevet qui va le protéger. En plus du dessin et modèle, les titres sont complémentaires entre eux, effectivement. Alors, qui dit titre dit bien sûr une durée, et dans le cas des dessins et modèles, c'est 25 ans au maximum, hein, renouvelable de 5 ans en 5 ans. En tout ce qui est marque, les marques, ça vise à protéger des signes distinctifs, hein, donc des moyens pour les consommateurs d'identifier vos produits ou services par rapport à ce que fait la concurrence. Donc, les marques, c'est un titre qui dure 10 ans, mais qui se renouvelable indéfiniment. Donc, la marque exploitée, bien sûr, parce que pour maintenir ce titre, il est nécessaire de l'exploiter. On ne peut pas bloquer des logos ou des dénominations de manière indéfinie sans pour autant les exploiter. Autant c'est très dur d'avoir ce genre d'argument sur le brevet, en ce qui concerne la matière brevet, de dire la personne n'exploite pas, alors je vais le faire. Et ça existe, il y a des cas très particuliers, autant la marque, la déchéance de marque, c'est monnaie courante dans le boulot, dans le domaine et dans le travail des conseils marques. Dès l'instant où il y a des marques non exploitées, potentiellement. Mais par contre, si c'est bien géré, du coup, c'est protection potentiellement indéfinie. C'est-à-dire que c'est pas à négliger, quoi. Un brevet, c'est 20 ans. Un modèle, on a vu, 25. Là, c'est 10 ans, mais voilà, potentiellement indéfini. Donc, typiquement, les marques, c'est très pertinent pour protéger vos dénominations commerciales, les noms de produits, des logos, tout ce qui vous permet de vous distinguer de la concurrence. Et sur oui. Une marque ou choses comme ça, donc c'est quoi? C'est le type de police, la taille de police, la couleur de la police? Vous avez différents types de marques. Oui, oui. Qui a fait ça, il a mis toutes les couleurs pour pas qu'il y ait le truc. Parce que c'est arrivé, il a dit, moi je le fais en rouge. Alors vous avez différents types de marques. Vous avez des marques verbales, où là c'est juste le mot ou le groupe de mots qui sera protégé. Vous avez des marques semi-figuratives, où là on va ajouter des détails sur par exemple la police, la couleur, l'orientation, une orientation particulière des lettres, un couplage avec un logo. Voilà. C'est votre identifiant sur le marché. Mais si à un moment donné vous n'utilisez qu'une couleur,
reste quand même une question d'exploitation de la marque. Donc, vous ne pouvez pas, enfin, en général, quand on a une marque qui marche, on la garde. Ouais. Alors, Ça on peut dit la pas, décliner au bout de quelques temps, mais Ah, mais après, on rentre dans le côté parano. voilà. Hein. Et c'est pour ça que finalement, les On a marques invité de Paris. verbales ou noir et blanc, c'est parce qu'il y a autre chose derrière. Il n'y a pas besoin de la couleur. Donc, n'importe quelle personne qui mettrait de la couleur dessus, finalement, pourrait être contrefacteur de cette marque qui est plus générique. Alors, tout ce qui est brevet, un brevet, ça vise à protéger une innovation, une solution technique à un problème technique. Donc, c'est ce qui vous intéresse certainement dans le domaine de la tech, hein, c'est donc, la protection des inventions. Alors, derrière le dépôt de brevet, qu'est-ce qu'on va effectivement protéger? On va protéger la solution technique pour autant qu'elle soit nouvelle, d'où l'importance de ne pas s'auto-antérioriser ou de divulguer avant le dépôt du brevet. Pour être protégé, il faut que l'invention soit inventive, donc vis-à-vis de tout l'état de la technique, il ne faut pas qu'un homme du métier arrive de manière évidente à l'invention. Donc ça, c'est un critère assez important, quoique beaucoup plus subjectif que la nouveauté. Et enfin, il faut qu'elle soit susceptible d'application industrielle. Ça, c'est la concrétisation. Hein, il faut qu'elle soit matérialisée et voilà, applicable. Et possible, tout à fait. Il faut dépasser le stade de concept. Il y a eu des brevets là-dessus, évidemment, qui ont été refusés pour défaut d'application industrielle. Ce qui n'est pas possible de faire. Une invention, il faut qu'elle soit reproductible potentiellement par quelqu'un. Donc il faut que ce soit à un moment donné, soit bien ou pas bien, mieux ou Sans jugement de valeur. voilà, ça n'a pas besoin d'être meilleur, mais il faut que ce soit possible. Parce que c'est aussi la contrepartie du droit de brevet finalement. On obtient une protection pendant 20 ans. La contrepartie, c'est qu'on la divulgue. En gros, ça va être publié au bout de 18 mois, cette demande de brevet automatiquement. Et du coup, c'est ce qui fait progresser justement les connaissances et qui donne envie de déposer des inventions de perfectionnement, etc. C'est ça en fait l'intérêt du système. Donc, le brevet, c'est un titre qui vous offre une protection de 20 ans à compter du dépôt, hein, moyennant le paiement de taxes annuelles. En France et en Europe, aux États-Unis, c'est 3 fois au cours du cycle de vie du brevet. Enfin, bref, chaque pays a ses conditions de maintien en vigueur. Hein. C'est bon souvent aux États-Unis, mais c'est plus cher. Oui, voilà, forcément. Nous, c'est Forcément. Donc la protection par territoire, c'est ça. C'est-à-dire on peut déposer que... Alors oui, effectivement, un titre, c'est pour ça s'applique à un territoire donné. Par exemple, un brevet français va vous conférer une protection en France, mais si vous avez un concurrent qui viendrait faire votre invention aux États-Unis, vous ne pourrez rien faire sur la base de ce brevet français. Il faudra avoir déposé un brevet également aux US pour être couvert. ou de manière provisoire une demande internationale pour le monsieur ouvrir de manière temporaire tous les pays du monde et ensuite décider, on va dire, de concrétiser vraiment cette demande de protection au bout d'un certain temps, ce qui permet d'économiser pendant un certain temps. L'Office européen des brevets, justement, ne sert pas à ça. Si. C'est plusieurs territoires d'un coup demander avec une protection provisoire jusqu'à ce que le brevet soit validé sur des territoires d'intérêt. Voilà. L'Office européen de brevet, c'est une... Plusieurs choses comme ça, et les traités sont tous quasiment internationaux. Les traités sont internationaux, ce qui veut dire qu'il y a, en fait, le brevet européen, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Oui, c'est aussi. En gros, dès les années 70, ils ont voulu faire un brevet communautaire. Cambodge. Un vrai brevet, voilà, c'est exactement, il y a le Cambodge. Le Cambodge dans l'Europe. Il y a le Maroc, Ouais. c'est pour ça que c'est pas l'européen. Ouais, Par contre, c'est très intéressant parce que ça fait économiser énormément en procédure d'examen. Et oui. L'examen d'un demande de brevet est commun. Une procédure d'examen unique pour 38 pays. Après, Et ensuite, et depuis un an, on peut avoir une protection unitaire dans 17 pays d'un coup, mais ça reste 18 maintenant. Ça ne fait pas les 34. Il n'y a pas de brevet européen qui a un effet dans toute l'Europe. Pas encore. Vous avez parlé tout à l'heure d'un office mondial. L'Office mondial de la propriété. Voilà, c'est ça. Typiquement, Alors là, le PCT, la demande PCT, c'est le même principe que l'Europe, ce que vous expliquez. Demande européenne, demande internationale. La différence, c'est qu'on pourra obtenir un brevet européen, mais on n'obtiendra jamais de brevet internationaux, ça n'existe pas. c'est un système de dépôt unique en fait qui vous permet de
une seule formalité de dépôt, et après qui vous permet de rentrer en phase sur les pays qui vous intéressent. Donc c'est un guichet unique en fait. On dit souvent que on achète du temps. C'est que non, on achète du temps parce que quand on dépose une demande en France, Exactement. vous avez un délai de 12 mois de priorité pour aller à l'étranger. Ça, c'est depuis la fin du 19e siècle. C'est 1883. 84 ou 83. 85-83, la Convention de l'Union de Paris. Et ce délai d'un an, en fait, il est très bien. Pour les gens qui déposent tout le temps, il n'y a pas vraiment de problème. Mais la pratique, c'est qu'au bout d'un an, quand vous commencez à créer quelque chose, une société, ça passe super vite un an. C'est très très court. Et au bout d'un an, vous n'avez pas les business déjà, vous avez pas Mature, quoi. Est-ce que le business a commencé? Peut-être même pas, mais surtout, vous ne savez pas s'il faut aller en Chine, aux US, etc. Donc, cette procédure internationale permet quand même d'acheter 18 mois de plus. Mais à la fin de cette procédure, vous n'avez rien, il n'y a pas de brevet. Donc, il va falloir choisir les pays. À la fin, c'est 30 mois comptés du premier dépôt. Ouais, mais ça sert de sonder le marché, de voir si dans quel pays, parce que voilà, ça dépend de ce que vous faites, vous ne pouvez pas dire je pose 136 pays, Ah ben non, c'est 5 000 ou 6 000 euros. Donc, ça c'est pas possible. ça fait beaucoup. Non, Quoi. ça fait... Donc l'idée c'est de dire pendant un an, j'ai 138 pays protégés, donc ça veut dire que je peux commencer à sonder mon marché, et ça peut aussi lever des fonds, le temps de lever des fonds. Et ça va intéresser des investisseurs qui vont se dire tiens, c'est pas que une demande de brevet Voilà. en France, en Europe, non, c'est Après, il y a- carrément. C'est ouvert une option sur tous les territoires. PHP, parce que nous on est passé PPH. nous on est passé ses premiers coups, les revendications, donc du coup ça accélère aussi après. Ouais, bon, Ah si, quand même. D'abord, il faut le faire marcher, d'abord. Bien. Mais c'est vrai que c'est surtout une question de temps. Hein. Tout ça, c'est le que par contre, pour la sécurité juridique des tiers, les tiers, qu'ils soient français ou chinois, peu importe, c'est qu'à un moment donné, il y a une date, et là, vous pouvez, il faut Un choisir. titre opposable, quoi. Ouais. Il faut choisir les pays. Concret. Excusez-moi. Je n'ai pas trop compris, moi, l'histoire de une fois que le produit était fait, le brevet était perdu. Ah, alors, c'est-à-dire en fait, non. Si vous le divulguez, si vous commercialisez votre produit avant d'avoir déposé le brevet, votre demande de brevet ne sera jamais nouvelle, vu que vous avez déjà divulgué au public le produit. Donc, De brevetabilité, justement. Pour obtenir un brevet, il faut que ce soit nouveau, inventif, susceptible d'application industrielle. Si vous en avez parlé ou que vous l'avez divulgué avant, il n'y a plus de c'est pour ça que c'est crucial. Un post LinkedIn, et Oui. discussion. Un tweet, n'importe quoi peut... Pareil, si jamais quelqu'un peut le prouver, c'est fini, quoi. C'est divulgation orale, écrite ou par tout autre moyen. Donc c'est vraiment super. Ça devient de l'open source. Ouais, On a trouvé la recette. tout à fait. Après, c'est terminé, on ne peut plus revenir en arrière. Protection derrière, mais c'est autre chose. Et enfin, le dernier volet, c'est le droit d'auteur. Alors, le droit d'auteur, ce n'est pas un titre en tant que tel. Hein. Ça vise à protéger les créations originales et qui révèlent la personnalité de l'auteur. Alors, on peut le citer notamment pour la protection des logiciels, en complémentarité avec les brevets, parce que les brevets permettent de couvrir la mise en œuvre d'une méthode par ordinateur. Maintenant, des lignes de code, elles peuvent tout à fait être protégées par le droit d'auteur si Elles le sont d'ailleurs de fait dès la création. elles le sont de fait, dès lors qu'elles ont entre guillemets l'originalité conférée par l'auteur. Voilà. Sans formalité de dépôt, du coup, c'est ça. Aucun dépôt à faire, donc c'est plus simple, mais c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Ouais. Et puis surtout, c'est l'image plutôt sensu, c'est-à-dire que c'est une copie complète ou partielle qui sera interdite de contrefaçon. Mais quelqu'un qui voudrait créer un logiciel similaire avec Qui s'en inspirerait, mais en... Voilà. Après, il y a quand même... Après, il ne faut pas oublier cette notion, ce que tu as dit, c'est la personnalité. Comment on retrouve l'originalité, la personnalité de l'auteur dans des lignes de code. Il faudrait déjà avoir des éléments de comparaison. On prend Van Gogh, on va retrouver des éléments. Donc il y a cette personnalité, l'originalité de la personne. Les lignes de code, c'est un peu plus difficile. Donc c'est bien challengé ces 10 dernières années et souvent c'est challengé avec succès par ceux qui challengent. Donc se méfier. D'accord. Il y avait un truc avec Michael Jackson et Manu Dibango. Dans une blessure, il y avait juste un morceau de sa partition. Et ça a été 25 ans de procès. Ah bah oui. Ah oui, parce qu'il y a des enjeux financiers derrière. Bien sûr. Mais lui,
et une originalité de la personnalité. Donc tout est, je pense, discutable. Tout ce qu'il a fait, forcément. S'il n'y a pas eu ça, il n'aurait pas pu faire le procès. Exactement. Quelque chose qui vient de l'IA générative, comment vous faites là? Bonne question. Alors, qui vient de l'IA générative, normalement, il y a un humain. Tout ça, c'est-à-dire que l'inventeur, ça a été jugé, il y a eu pas mal de discussions à ce propos. L'inventeur ne veut pas être l'intelligence artificielle en tant que telle. Il y a quand même des endroits où ça se discute. Où la question n'est pas tranchée. Il y a des territoires comme ça où ils essayent. En même temps, c'est bien, parce que ça permet justement d'ouvrir le débat et derrière de s'interroger sur qu'est-ce qu'on veut finalement comme type de protection. Mais la base, c'est non, il doit y avoir un humain derrière. Et donc, droit d'auteur, pas de dépôt, mais en France, ça génère une protection de 70 ans après le décès de l'auteur. Et un point important, c'est la protection à l'étranger. C'est vrai que le copyright aux États-Unis ne fonctionne pas de la même manière. Ouais. Et donc, ce droit d'auteur peut être valable en France uniquement. C'est assez curieux parce que c'est l'auteur, ça pourrait être un peu partout, mais c'est pas toujours le cas. Voilà. Il y a des règles. Comment? Ça s'apparente au business méthode potentiellement. On ne peut pas protéger par brevet parce qu'il faut toujours cet élément technique. Oui. Vous parliez tout à l'heure, s'il n'y a pas de solution technique, un problème technique, il n'y a pas de protection par brevet possible. Mais typiquement, les marques, pour identifier des produits et des services, c'est assez pertinent dans ce cas-là. On a eu quand même, aux États-Unis, il y a une, en brevet, les méthodes commerciales, ils ont une approche assez différente. Ils ont eu une approche assez différente. C'est quand même plus compliqué aujourd'hui, mais il y a eu notamment les banques, on retrouve des éléments, les banques ont déposé brevets aux États-Unis, et sur certains aspects, oui, il y a des choses qu'on pourrait encore tenter aux États-Unis, mais qui ne sont pas possibles. C'est une exception, la brevetabilité. Les méthodes commerciales sont des méthodes chirurgicales. On ne peut pas empêcher, on va pouvoir interdire à un chirurgien d'exercer. On peut breveter les outils, les dispositifs médicaux, mais pas le procédé chirurgical. Ok. Alors, point très important sur cette slide, ce qui est important de savoir, c'est que tous ces titres génèrent un monopole, mais ce n'est pas un monopole de fait, c'est un monopole de droit. C'est-à-dire que s'il y a un contrefacteur qui arrive, c'est à vous d'engager des démarches pour vous protéger et faire valoir votre monopole. Et pour terminer. Merci. Qu'est-ce que c'est tout ça? Voilà. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand vous détenez un droit de propriété industrielle, c'est quelque chose de solide, quoi, de sérieux. Donc, c'est opposable à des tiers qui viendraient vous embêter. Ça vous permet d'obtenir un retour sur investissement à travers les royalties, les redevances, si vous décidez de monnayer en fait l'utilisation de votre invention, par exemple, ou de votre marque. Vous pouvez aussi les libérer, les délivrer à titre gratuit, si ça vous amuse. Il n'y a absolument aucune obligation. Vous êtes libre en fait de faire ce que vous voulez. Mais si vous voulez obtenir un retour sur investissement, parce que ça coûte cher, l'API, il faut bien le dire, eh ben, vous pouvez le faire. C'est un moyen d'aller discuter auprès de partenaires, auprès d'investisseurs, de gens auprès desquels vous voulez lever des fonds, en étant crédible. C'est un peu comme le fait de faire signer un CDI, un contrat de confidentialité au départ. Si vous le faites, déjà vous donnez l'impression que vous parlez un peu plus vous savez de quoi vous parlez. Et surtout, ça les rassure parce qu'ils se disent, bon, ok, si on investit dans cette société, on peut espérer un retour sur investissement derrière parce que le droit de brevet, c'est le droit d'interdire à des tiers d'exploiter votre invention sans votre accord. Et donc, si vous êtes partenaire, tout le monde en profite. Voilà, ça crée un actif immatériel, c'est-à-dire que même si votre boîte, à un moment donné, malheureusement, elle fait faillite, c'est quelque chose de valorisable, ça rentre dans vos actifs. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez revendre, que vous pouvez concéder à quelqu'un. Donc, super important. Ça a une vraie valeur, quoi, une valeur qui peut être estimée. Après, voilà, il y a des experts pour ça. Évidemment, ça revient à ce que je disais, l'exclusivité ou le droit d'interdire, c'est ça. C'est pas forcément un droit d'exploiter vous-même, parce que si vous avez inventé un truc que votre loi nationale interdit d'exploiter, vous avez beau avoir un titre, vous n'en ferez pas forcément grand-chose sur ce territoire-là. Mais si c'est exploitable, vous aurez le droit d'interdire à d'autres de le faire sans votre accord. Voilà, en gros. Donc super important. Y penser surtout au moment où autour de la création de votre société. Est-ce qu'il faut le faire avant ou après? Après, ça dépend aussi stratégiquement. Si vous voulez que le titulaire, ce soit l'inventeur ou la société elle-même, il peut y avoir des intérêts à ce que ce soit la société. Il y a des crédits d'impôt aussi qui peuvent... comment? Mais ouais, c'est ça. Voilà. Et voilà. Je sais pas. On les rendra disponibles. On les rendra disponibles. Et je crois qu'en plus, on est filmé, donc aussi bien, vous pouvez même nous réécouter si ça vous fait plaisir.
Alors en fait, nous, encore une fois, on est dans des cabinets, on intervient juste pour notre compagnie, donc on est dans des cabinets différents, mais vous pouvez retrouver un conseil en propriété industrielle, encore une fois, ils sont tous super, en allant sur le site www.cncpi.fr. Et là, vous pouvez même géographiquement sélectionner si vous avez envie de les rencontrer. Après, c'est un métier qu'on exerce un peu partout en France. Là, on a des... Comment ? Et on est profession indépendante, tout à fait. Et après, avec chacun nos spécialités techniques, certains sont dans le domaine de l'informatique, électronique, d'autres sont dans le domaine des sciences de la vie, d'autres sont chimistes, d'autres sont mécaniciens au sens strict. Et donc, il faut trouver votre interlocuteur, celui qui vous convient à vous en fonction de votre techno, quoi. Si j'ai une entreprise, j'ai un brevet, je l'exploite et je veux ouvrir une filiale, Ouais. et je veux qu'elle exploite aussi ce brevet-là. Vous pouvez lui concéder une licence d'exploitation. Il n'y a pas forcément de transaction financière ou quoi, ça peut se faire. Ah, si vous voulez. Alors, normalement, on ne peut pas, à titre gratuit, on n'a pas, on n'a pas le droit. Voilà. Ouais. Et après, ça dépend des territoires aussi, où elle est, votre filiale, quoi. Si c'est en France, c'est le droit français qui s'applique. Si c'est en Allemagne, si ce sera le droit allemand. Donc, il faut aussi veiller à ces trucs-là, quoi. Et c'est pour ça que c'est bien de faire appel à des CPI, parce qu'on a aussi des réseaux de confrères à l'étranger auxquels qu'on peut appeler aussi et contacter quand on a des doutes sur le droit local, quoi. Donc, mais en tout cas, faire ça tout seul, pas bien. C'est une très bonne question. C'est très important parce que si vous avez une contrefaçon, typiquement, pour reprendre l'exemple France-Allemagne, vous ouvrez une filiale en Allemagne, il y a une contrefaçon en Allemagne. Si vous n'avez pas concédé une licence à votre filiale, vous ne pourrez pas demander typiquement des dommages et intérêts sur certains. Il y a plein d'hypothèses, mais si cette filiale n'a pas de licence, elle ne pourra pas demander des dommages et intérêts de réparation du préjudice, etc. Donc c'est un point extrêmement important. C'est ça. Il faut que ce soit opposable. Les avocats, c'est bien aussi, ça marche avec, typiquement. Ça marche bien. En France, on a des professions totalement complémentaires. C'est-à-dire que nous, on est dans l'acquisition du droit, et eux, ils interviennent en cas de litige face à un juge français. Okay, donc c'est vraiment très complémentaire, mais très différent. Et on ne nous connaît pas, nous, parce qu'on est juste pas nombreux du tout. 1112, voilà. Contre 75 000 pour eux. Voilà. Mais si on prend les avocats propriété industrielle, là, ça descend. Là, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Spécialisés en pays. Il y en a un peu. Il y en a un peu. Dans la région, on a pas mal. Oui, il y a quelques cabinets. C'est étonnant, d'ailleurs, ils sont beaucoup en région parisienne et en PACA. Oui, ils ont fait comme nous, quoi. Ils se sont dit, tiens. Justement, comme j'avais un peu moi aussi la confusion entre le rôle de l'avocat spécialisé C'est normal. On n'en veut pas. je découvre votre profession. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, en fait. Je me doutais qu'il y avait des conseillers, mais je ne savais pas que c'était une profession réglementée. Déontologie ultra stricte, c'est-à-dire que même si vous Oui. êtes autorisé à divulguer des choses, on n'a pas le droit de le faire. Voilà, c'est important sur le secret professionnel. Par contre, on a ça. C'était pas le cas il y a quelques années, mais nos échanges sont confidentiels. Ce que je voulais mieux appréhender, c'est la répartition justement des rôles entre les avocats en pays et vous-même. Donc voilà, acquisition des droits pour nous, c'est-à-dire que c'est nous qui intervenons Alors, au pays, ouais. Il y a quand même deux différences, c'est que la plupart des avocats sont uniquement juristes. Donc après, ils vont pas commencer à rédiger des demandes de brevets. Par contre, ils agissent quand même pas mal en marque. Ils peuvent quasiment tout faire en marque, parce que eux peuvent représenter aussi bien en brevet qu'en marque. Donc ils peuvent agir essentiellement en marque, sans les conseils en propriété industrielle. Mais voilà. Mais par contre, en brevet, non, il s'adresse toujours à nous, même si vous adressez à un avocat pays, l'avocat pays va. Rédiger C'est notre métier. Voilà, parce que l'avocat, il ne pourra jamais le faire. Et Non. pour moi, c'est une usine à faire ça. C'est très très compliqué. Vraiment, c'est très dur à déposer. Mais non, c'est très très simple. La façon dont c'est rédigé et tout, c'est. Ah, c'est un vrai métier. un peu beurre, mais en fait, non, il peut y avoir aussi de la poésie, de notre façon. Oui, c'est pas ce qu'on cherche en premier, mais il faut essayer de faire simple et efficace. C'est pas simple. Heureusement, moi, je me suis fait accompagner. Mais bien sûr. J'aurais jamais pu sortir. Non, c'est pas. C'est un métier. Hein. C'est vraiment un métier.
faut que ça soit une bonne expérience. Mais voilà, la rédaction et après tout ce qui est contrat, mais l'avocat, tout ce qui est contrat quand il y a besoin des sous-traitants qui vont. Ouais. Là, moi j'ai fait en tout cas avec l'avocat et tout ce qui est sous-traitant pour le brevet, ou même les développeurs pour tout ce qui est. Après, ouais. Après, les avocats, c'est vrai que même en contrat, on a souvent des avocats qui... nous, on n'est pas juriste côté brevet de formation. On est technique, technicien, enfin ingénieur. Et puis après, on fait du droit en pays. Mais c'est vrai que même dans les contrats liés à la propriété industrielle, quand même pas mal de clauses, pas mal d'astuces qui sont connues plus finalement par les CPI que par les avocats, sauf ceux qui sont spécialisés en propriété industrielle, évidemment. C'est ça. Moi j'ai pris un avocat en propriété intellectuelle. Ok, donc parfait. Je me suis pas mangé toute la formation avec le brevet pour après faire n'importe quoi derrière. Et vous avez eu super raison. À la fin, c'est l'expérience et la pratique. Exactement. Et de toute façon, vous le sentirez vite. Et c'est super important d'ailleurs de tester, d'écouter et de discuter avec les gens pour savoir si on est bien aligné, si les réponses aux questions posées sont claires. Voilà. On a un métier de conseil et on est là pour vous conseiller en tenant compte de vos spécificités, de vos besoins. Surtout quelqu'un qui vous demande pas ce que vous voulez faire, enfin, ça peut pas marcher. Ça fait partie de la stratégie économique et Et l'intelligence économique de la société. bien entendu. Et c'est une relation long terme, c'est de 20 ans un brevet. Donc en général, on ne pose pas qu'une demande. Et donc, Oui, il faut le payer. C'est 20 ans, c'est chaque année. C'est pas rentable le brevet. Merci. On paye. Donc après, on retrouvera ça le. Oui, on va se débrouiller pour la laisser cette documentation à quelqu'un et qui va retrouver. Ok, super, merci. J'ai une dernière question, j'ai vu sur les slides. Merci beaucoup. Je crois que j'ai vu apparaître audit de la propriété intellectuelle. Du portefeuille pays. Ça, c'est ce qui m'intéresse plus particulièrement puisque je suis commissaire au fond. Donc c'est Complètement. dans le cadre d'audit que je pourrais être amené à faire intervenir un expert. Complètement. Si j'avais un client qui avait beaucoup de propriété intellectuelle, beaucoup de choses, Ouais. ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Bien sûr, si vous avez un portefeuille à présenter, effectivement, parfois, selon les aspects, ce que contient, le type de titre que contient le portefeuille propriété industrielle ou intellectuelle. Si c'est complexe, il faut faire appel à vous. Bah, même si c'est pas si complexe. En fait, on est très souvent sollicité par les investisseurs et les commissaires aux comptes, pour donner un avis. Bon, déjà, il y a les bilans annuels avec le fait de savoir s'il y a des litiges en cours ou des choses comme ça. Ce que vous faites de la même manière pour les avocats. Ça, c'est il y a le côté avocat, le côté conseil en propriété industrielle. Mais au-delà de ça, effectivement, alors ça peut être de la valorisation aussi. Ça peut être très proche de la valorisation de la société, mais aussi, les audits. Et il y a beaucoup de vos confrères qui c'est ça, exactement. Souvent, les investisseurs viennent nous voir. Et quand il y a des audits d'acquisition, cette fois, c'est pas en tant que cas, mais c'est en tant qu'expert. Bien sûr. C'est une bonne La partie du pays, si c'est complexe. Exactement, et parfois à plusieurs du coup, parce que effectivement, par exemple, on va me demander d'évaluer la valeur d'un portefeuille marque, c'est pas mon domaine. Donc à ce moment-là, on réadresse à des confrères qui sont compétents, et des fois c'est plusieurs confrères qui interviennent sur. Les cas de contact, donc Anne Marais qui n'est pas présente, Elle est sur le stand, vous pouvez la rencontrer qui sur est le la stand. spécialiste côté marque, c'est ça? Alors ouais, elle a la double compétence, c'est une des rares dans la profession qui fait à la fois brevet, marque, dessin, modèle. Voilà. Il y a la Pierre Meunière, et je pense que Oui, vous bien sûr. arriviez au bout de la présentation. Ah bah non, on l'a fini. On nous a retenu longtemps, désolé. Mais on reste à votre disposition, on est encore là jusqu'à. Voilà. Vous pouvez nous recroiser sur le stand. Alors, il y a un stand CNCPI, tout à fait, oui. À côté de quoi? En fait, de la Société Générale, Cher Perret, et pas loin de la SNCF aussi. Bon, vous nous trouverez.